C'est une vie qui laisse rêveur, rêveuse, sillonner le monde avec son ULM, découvrir des paysages à couper le souffle, et tout ça pour la science. Bonsoir Clémentine et bonsoir Adrien. Bonsoir. Donc Clémentine Bacry et Adrien Normier. Alors vous revenez de 18 mois d'expédition aux Amériques, 17 collaborations scientifiques si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, sur les 2 dernières années. Alors, comment est né votre projet? Parce que ça s'appelle les ailes, des ailes pour la science. On va vous voir avec cet appareil, hein, vous sillonnez le monde, c'est vraiment, on peut le dire. Comment est né ce projet? Alors, Des ailes pour la science, c'est un projet qui est né en 2011, donc ça fait déjà quelques années maintenant qu'on y travaille. Et notre rêve, à Adrien et à moi-même, dans le cadre de Des ailes pour la science, c'était de parcourir le monde et d'être utile en apportant un soutien aérien à des laboratoires de recherche. Et on a découvert qu'en fait, avec cette petite machine volante, c'était à la fois un moyen de transport et un outil pour rejoindre des endroits inaccessibles, obtenir des données qu'on pouvait donner aux scientifiques pour qu'ils puissent les étudier et comprendre notre planète. Et vous n'aviez pas fait exactement des études pour cela. C'est vous, je crois, le pilote, ou vous êtes tous les deux maintenant pilotes. Comment vous avez fait? Alors aujourd'hui, nous sommes tous les deux pilotes du LM. De mon côté, j'ai une formation d'ingénieur de l'École centrale de Lyon. Et ensuite, je suis devenu pilote de ligne. Donc ça m'a donné quand même une ouverture aux faits scientifiques qui nous a permis, avec Clémentine, de concevoir des ailes pour la science. Et voilà, les ailes pour la science, donc on l'a dit, c'est vraiment une façon de travailler, de collaborer avec les scientifiques. Je me suis posé la question, est-ce que vous avez beaucoup regardé, puisque vous êtes français tous les deux, est-ce que vous avez beaucoup regardé Nicolas Hulot ou Ushuaïa? Parce que vraiment, quand on voit le principe, on se dit que c'est un petit peu la même démarche. Alors, Nicolas Hulot, évidemment, ça nous a inspirés pour découvrir la planète. Elle avait l'air tellement belle qu'on avait envie d'aller voir partout. Et puis de participer à sa protection aussi, parce qu'elle est très fragile. Et puis, il y a aussi toute la démarche de Fred et Jamy, tout l'aspect scientifique, essayer de comprendre cette planète dans laquelle on vit, qui nous intriguait beaucoup. Alors, les scientifiques vous proposent des missions. Comment vous faites? Est-ce que vous faites appel à eux? Est-ce que ce sont eux qui, maintenant, comme le projet existe depuis quelques années, font appel à vous? Comment ça fonctionne? Il y a eu 2 étapes. La première, on a présenté notre projet avant même qu'il y ait la première mission qui ait eu lieu. Et via les circuits du CNRS, on a réussi à contacter, à essaimer, à faire passer des mails. Et on a été sollicité par des laboratoires de recherche locaux dans différents pays. C'est comme ça qu'on a commencé. Aujourd'hui, les gens nous connaissent et viennent vers nous pour nous proposer des missions un peu originales, des démarches d'exploration. Exemple, on nous a demandé récemment si avec l'ULM on ne pouvait pas collecter des nuages de papillons qu'il y a au-dessus du Québec pour essayer d'échantillonner ces papillons. Donc voilà, c'est des choses qui n'ont jamais été faites. On y réfléchit, peut-être que ça se fera finalement avec des drones parce que l'ULM dans ce cadre-là n'est pas adapté, mais c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord, oui, parce que c'est vraiment l'appareil cette ULM vous permet d'aller au plus près, d'être plus réactif, c'est ça? Alors, le moyen aérien nous permet de récolter des données qui ne seraient pas accessibles autrement. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'aller faire des prélèvements de gaz au-dessus de volcans actifs ou de photographier des fronts de glace lors de glaciers, c'est des choses qui ne sont pas possibles autrement. Ou faire, effectivement, comme sur la photo, des prélèvements d'eau dans des petits lacs qui sont eux-mêmes inaccessibles parce qu'entourés de mangroves. Et alors, est-ce qu'il a fallu apprendre un certain mode opératoire? C'est vrai que vous allez souvent sur des terrains vierges, il faut les préserver. Comment vous faites? Est-ce que ce sont les scientifiques qui vous font une petite formation? Là aussi, est-ce qu'il a fallu, se former? Alors, la plupart du temps, les scientifiques ne sont pas capables eux-mêmes d'obtenir les informations et donc ils ne savent pas forcément comment est-ce qu'on peut les obtenir. Donc ils nous contactent pour nous dire on aimerait obtenir ce type d'informations, est-ce que vous en êtes capable et comment faire? Il y a récemment une mission par exemple qu'on a réalisée au sud du Chili où on était avec l'Université catholique pontificale de Santiago qui nous demandait si on pouvait aller cartographier une zone qui est dans une concession au sud du Chili sur laquelle ils n'avaient aucune information. Les images satellites étaient très partielles et il leur manquait des informations. On a pu survoler, on a découvert qu'il y avait un lac, l'information qu'ils n'avaient pas. Et comme on avait réussi à bien désinfecter l'intégralité de l'hydravion et on avait des combinaisons intégrales, on a pu s'y poser sans risquer de contaminer le milieu et pouvoir faire les premiers prélèvements et la remettre. Donc la méthodologie, c'est quelque chose qu'on doit concevoir, évidemment, avec les scientifiques et en fonction de la spécificité de la mission. Oui, surtout que vous voulez développer ce système avec une application pour que des pilotes à travers le monde puissent un peu collaborer, comme vous le faites. Là aussi, il va falloir les former ou comment vous allez faire? Alors ça, c'est la grande nouveauté. En fait, après un long tour du monde en 2012-2013, avec un premier ULM, 15 collaborations scientifiques à l'époque avec des ailes pour la science, ces 17 nouvelles collaborations, on a croisé énormément de pilotes autour de la Terre qui nous disent on veut participer, on veut s'investir et nous aussi, bien
agir de manière bénévole pour la recherche scientifique. Ça d'un côté. Et de l'autre, eh bien, on a des demandes aussi incroyables que fantastiques, comme celle de gens de la NASA qui nous demandent si on ne peut pas aller faire un modèle 3D d'un volcan qui vient de sortir des eaux dans les Tonga. On n'est pas aux Tonga et on n'a pas le don d'ubiquité. Je pense que vous allez susciter des vocations là. Là, ce qu'on veut faire maintenant, c'est en fait ouvrir ça et proposer à tous les pilotes, tous les opérateurs de machines volantes qui ont les infrastructures, les gens qui possèdent des drones, eh bien, de venir sur notre plateforme web, des ailes pour la science, wingsforscience.com, s'inscrire et dire voilà, moi j'habite à Bézieux et j'ai un petit ULM. Et avec ce petit ULM, je peux donner 4 heures de vol par an. Et ça m'intéresserait de travailler sur, par exemple, de l'archéologie aérienne. J'ai vu que dans les champs, à côté de chez moi, il y avait quelques formes que je ne comprends pas. Je peux peut-être aider un archéologue qui, lui, travaille là-dessus. Et il y a des archéologues qui travaillent sur ces champs. Et nous, notre idée, c'est de mettre tout ce monde-là en connexion. Donc il y a une interface web et une petite application qui sont en cours de développement, qui devraient sortir à la rentrée. Voilà, vous retrouverez toutes les informations sur notre site internet, évidemment, puisque c'est un appel que vous lancez pour qu'il y ait de plus en plus, alors je ne sais pas si on peut dire de découvreurs, inventeurs, parce que vous évoquiez l'archéologie aérienne. C'est vrai qu'il y a des images. En fait, vous découvrez des sites, mais après, on ne peut pas vraiment les exploiter. Alors, tu me permets de répondre ? Vas-y. Il y a plein de cas. Un site archéologique, le fait de connaître son existence, ça a déjà de la valeur, on va pouvoir le protéger. Ensuite, il y a beaucoup de cas où on va choisir délibérément de ne pas aller creuser dans un site pour préserver la qualité de cette information et pour la préserver pour le futur, à un moment où on aura des moyens d'analyse plus fins. Parce que quand on va creuser, quand on va aller chercher cette information, en fait, on va détruire les stratigraphies. Enfin, on va détruire les informations temporelles qui sont incluses dans les différentes zones. Là, ce qu'on voit à l'écran tout de suite, c'est des photographies. D'ailleurs, voilà, ça c'est une photographie d'une zone non exploitée à l'heure actuelle, une villa gallo-romaine en région parisienne. Le lieu est identifié, il est protégé, la position n'est pas publique, afin justement d'éviter qu'il y ait des pillages sur cette zone. Donc c'est pour les générations futures. Ou après, le site pourra peut-être être exploité. Alors il est inventorié par l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui sait qu'il est là, et s'il y a un projet de route, de développement industriel ou d'infrastructure dans la zone, va faire en sorte d'adapter le projet pour pas qu'il risque d'aller perturber cette zone-là, ou alors ça va être l'occasion de lever les fonds qui permettront une étude scientifique poussée sur cette zone. Alors vous qui sillonnez la planète et qui la voyez de haut, comment vous la voyez évoluer ? C'est difficile d'avoir un constat qui soit très positif. On est parti, moi en tout cas je suis partie très naïve en me disant que j'allais voir que des choses merveilleuses et j'ai été assez triste de découvrir qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont massacrés. On revient par exemple là d'un survol au Canada où on était au-dessus de sables bitumineux, c'est des énormes zones qui sont complètement exploitées pour récupérer du pétrole. C'est des énormes surfaces, c'est plus à l'échelle humaine. Là on voit une autre mine. Malheureusement, loin des yeux, loin du cœur. Et toutes les zones qui sont exploitées, c'est des zones qui sont loin des villes, qui servent à alimenter nos villes et nos modes de vie, notamment en énergie. Et on n'en a pas conscience, mais on est directement partie prenante de tout ça. Et ça fait partie de votre mission. Alors, notre mission, elle est celle d'un appui à la recherche scientifique. Il se trouve que beaucoup des appuis qu'on fait, c'est pour de la recherche environnementale. Et ça a développé chez nous, au fur et à mesure de ces projets, une sensibilité particulière. Les sables bitumineux de l'Alberta, dont parlait Clémentine, c'est 900 km² de décapés aujourd'hui. C'est de la terre de la forêt boréale qui a été enlevée, décapée, avec des produits pétroliers à même le sol. Très nocifs, très toxiques, évidemment. Voilà, et la loi oblige les compagnies à remettre ceci en état. Et aujourd'hui, il y a 1 km² sur les 900 qui a été approuvé comme étant remis en état. Ça donne, je pense, un peu une idée. On est très fort pour exploiter les choses qu'il y a, mais ensuite, pour voir comment ça va aller par la suite, l'être humain aujourd'hui a une vision qui est très court terme, très, très opportuniste. Et on est tous les deux très promoteurs d'une vision un peu plus durable, parce que ça s'inscrit, ça se voit vraiment dans les paysages. Et ces ressources, quand on survole la planète aujourd'hui, on lit l'utilisation de ces ressources. Et comment vous financez ces missions ? Est-ce que ce sont avant tout des sponsors, des grandes entreprises ou le public ? Comment ça marche ? Alors, pour financer ces missions, nous faisons appel à différentes lignes. L'une d'entre elles, c'est le sponsoring d'entreprise. Les 2 dernières années de mission ont été rendues possibles par SOS Malus, une compagnie d'assurance.
Là, sur l'ULM qui est en train de se poser sur un lac, on voit le logo de Parrot qui nous a fourni des drones. On va peut-être pas donner tous les sponsors, mais c'est vraiment, ça fonctionne sur les sponsors. Bon, en même temps, c'est un peu le jeu aussi, Et les évidemment. sponsors fonctionnent grâce à l'exposition médiatique. Donc, c'est un petit peu le jeu. Mais ça permet, à terme, d'acquérir des données importantes sur notre planète, de faire de la communication et de l'éducation à la science et de protéger ce milieu qui est le nôtre. Donc, faites-nous rêver. Vous êtes prêts à partir pour quelle autre destination, Clémentine, Adrien? On est prêt à partir partout. Là, pour l'instant, on vient de rentrer et ce qu'on a envie, c'est d'essayer de donner plus d'impact, plus d'importance à notre mission en ouvrant cette communauté, justement. Adrien le disait, on n'a pas le don d'ubiquité. Il y a tellement maintenant de demandes qu'on n'est pas capable d'aller partout. Donc l'idée, c'est de voir s'il n'y a pas des pilotes locaux qui sont capables de répondre aux demandes. Voilà, l'appel a été lancé sur TV5 Monde. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de pilotes qui nous regardent à travers le monde. Encore une fois, merci Clémentine Bacri et Adrien Normier d'être venus nous parler des ailes pour la science. Voilà, un très très beau projet. Merci beaucoup. À tout petit. Merci. Voilà.